J'ai jamais eu l'impression qu'il y ait une différence femme-homme. Mais dans le bâtiment, c'est vrai que c'est le cas. Les gens, ils ont du mal. Moi, je me rappelle que quand j'ai repris la boîte, il y avait encore du coup l'ancien boss qui était là pour m'épauler au tout départ. Et automatiquement, j'étais la femme du boss, mais j'étais pas celle qui construisait. Alors que c'était complètement faux. Et il y a beaucoup d'idées comme ça où des fois aussi, les gens lui parlent à lui, mais ne me parlent pas à moi. Comme si techniquement, lui, il pourrait répondre, mais moi, j'étais incapable de répondre. Vous vous apprêtez à écouter un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Je m'appelle Candice Anzac et je suis constructrice de Tiny House et de Van Aménagés. Est-ce que tu peux me dire d'où tu viens et me parler de tes racines familiales, de ton enfance ? Alors, je viens de Paris. Donc, je suis née à Paris. J'ai grandi dans le 95 dans une petite ville qui s'appelle Vauréal à côté de Cergy-Pontoise. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans. Je suis partie après le lycée sur Lyon, un peu sur Toulouse et sinon principalement autour de la région parisienne. Et maintenant, ça fait 4 ans que je suis du côté de Albertville pour ma nouvelle carrière. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes parents ? Mes parents, pareil, ils ont toujours été sur Paris et sa couronne. Tous deux dans des grandes entreprises depuis qu'ils sont jeunes. Mon père n'a jamais changé de travail de toute sa vie. Je trouve ça assez impressionnant. Voilà, très bonne éducation dans un petit pavillon. Je m'entends bien avec mes deux parents, je les adore. Quel rapport tes parents ils avaient avec les autres ? Ah, ça c'est assez intéressant. Mes parents, ils ont toujours laissé la porte ouverte. C'est-à-dire que s'il y avait quelqu'un qui téléphonait, on pouvait le recevoir à la maison. Des gens qu'on connaît, d'amis, mais qu'on ne connaît pas forcément nous, etc. Donc mes parents ont toujours été ultra accueillants. Et je me rappelle que moi, j'ai accueilli des amis à moi quand ils ont eu des problèmes des fois avec leurs parents ou avec leur appart. Je les ai accueillis chez moi et même tous mes amis peuvent venir à n'importe quel moment dans la maison sans problème. Donc ça, c'était vraiment une grande qualité de mes parents. Tu étais quel genre d'enfant ? Timide, curieuse ? J'ai été une enfant super curieuse, mais ça c'est toujours mon leitmotiv d'aujourd'hui. Je trouve que la curiosité c'est ultra important. Enfin, on a tout le temps envie d'apprendre, de faire des choses nouvelles. Je pense que c'est ça qui nous pousse et c'est ça qui m'a poussée à être chef d'entreprise. Mais en enfance, ouais, je pense, moi je rigolais toujours. J'adorais déjà l'école, enfin mes amis en fait. Je suis timide et à la fois pas timide. C'est-à-dire qu'on ne voit pas que je suis timide, mais je sais, par exemple, quand j'étais petite, je ne pouvais pas passer un coup de téléphone, même pour prendre rendez-vous chez le médecin. J'étais vraiment très timide, mais je le cachais énormément. Donc, en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, j'imagine que pour le coup, tu dois passer des coups de téléphone. Ouais, alors maintenant je suis beaucoup moins du coup, mais je me rappelle que quand j'ai commencé ma carrière du coup en chef de produit, on est censé du coup devant 500 personnes parfois présenter un produit et j'avais le stress, mais une fois qu'on est dedans, on est dedans. Et alors, quand tu étais petite, tu as commencé à créer des parfums. Ouais. Quand j'avais déjà 5 ans, un truc comme ça, je prenais des fleurs, parce que ma mère a toujours eu plein de fleurs dans le jardin. Du coup, je prenais des fleurs et je les écrasais dans de l'eau. Et j'en faisais des parfums. Mais en vrai, au bout de 2 jours, c'était ignoble. Ah, donc c'est pas comme ça qu'on fait ? Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais j'étais persuadée que c'était comme ça qu'on faisait. Et je les offrais du coup à ma mère. Tiens, je t'ai fait un nouveau parfum, etc. C'est vrai que j'ai toujours eu ce truc où je voulais faire du parfum, des cosmétiques. Je sais pas, ça c'était le truc un peu facile. On prend de la crème, on écrase quelque chose dedans et... On va parler un peu du collège. Est-ce que tu étais une bonne élève et quel rapport tu avais avec les autres ?
Quand j'étais donc au collège et au lycée, j'ai toujours été une bonne élève, mais sans travailler. C'est-à-dire que je rentrais à la maison, je faisais jamais mes devoirs, ça c'était vraiment un truc de fou. Mais c'était une facilité. J'avais des facilités et j'adorais surtout les maths et la physique. Et donc ça m'a beaucoup sauvée parce qu'en fait, comme pour moi j'adorais ça, c'était un jeu donc j'étais bonne à ça. Par contre, tout ce qui était français, histoire... Enfin, histoire, je trouvais ça très intéressant, mais j'ai jamais réussi à avoir des bonnes notes. J'ai pas compris. Mais c'est juste parce qu'en fait, j'aime pas apprendre par cœur. Et donc, du coup, j'avais plus de mal avec ces matières-là. Qui demandent plus justement d'étudier. Et ça, j'aimais pas faire. Donc toi, tu as besoin de comprendre pour apprendre. C'est exactement ça. Je pense que c'est la différence entre les matières scientifiques et les matières... histoire géo, mais même en fait biologie déjà, c'est moins ça. Le fait de devoir solutionner quelque chose, c'est beaucoup plus simple en fait. Il n'y a pas besoin d'apprendre, c'est quelque chose c'est comme faire un sudoku quoi. En soi, il n'y a rien à apprendre, c'est juste se creuser la tête et voilà. Et donc tu me disais que tu as commencé à créer des parfums à l'âge de 5-7 ans, c'est ça? Ouais, 5 ans, je pense, ouais. Et tu avais envie d'en faire ton métier à cet âge-là? Sachant que je suis curieuse, j'ai voulu aussi être avocate, j'ai aussi voulu être politicienne, parce que j'adorais regarder les émissions politiques le soir alors que j'étais encore, je pense, en CM1, CM2. Et j'ai voulu faire plein de choses en vrai. Mais je sais que ça, c'était une... De toute façon, j'aimais tellement les matières scientifiques que je savais que je voulais aller là-dedans. Et je me rappelle qu'au collège, on m'avait offert pour mon anniversaire quelque chose à Paris où je pouvais aller créer mes cosmétiques. Et là, j'ai fait, mais c'est trop ça que je veux faire, c'est trop bien comme journée. Et donc, du coup, c'est vrai que ça m'a aidée à choisir aussi ce que je voulais derrière. Et tes parents, ils étaient d'accord avec ça? C'est ce qu'ils voulaient pour toi? Je sais pas trop. Moi, il faut savoir que toute ma famille, ils sont kinés. Ma sœur, mon frère, mon beau-frère, ma belle-sœur, ils sont tous kinés. Donc, mon père, je pense qu'il voulait peut-être que je sois kiné. Mais moi, ça m'intéressait pas du tout. Et du coup, moi, je voulais faire une école d'ingé et je voulais déjà être dans la biologie. Si j'ai choisi en tout cas l'école d'ingé, c'est parce que je savais déjà que je voulais créer des cosmétiques. Et tes parents, c'était quoi leur métier? Alors, mon père, il était cadre chez Lafarge en finance. Et ma mère, elle a fait plusieurs choses. Elle a été artiste à son compte. Elle a travaillé après dans des grands groupes aussi sur de l'export. Donc, tu es une bonne élève, tu passes ton bac, tu l'as, je suppose. Oui, en fait, c'est assez marrant parce qu'on avait les concours d'école très tôt dans l'année. Je pense que je les ai passés en mars. Sauf que du coup, je savais déjà que j'étais acceptée dans mon école. Et donc, en fait, pour le bac, je n'ai pas du tout travaillé. Je suis partie du fait que 98% des gens avaient le bac. Donc, de toute façon, je l'aurais. Et ça s'est passé comme ça. Ok, du coup, les études supérieures, tu rentres dans une école tout de suite ou tu fais d'abord une prépa? Comment ça se passe? Alors, quand je dis école, c'était d'abord une prépa. Donc là, en fait, je savais déjà dans quelle école à la base je voulais être. Et il y avait un concours qui regroupait plusieurs écoles en France. Et donc, du coup, en faisant le concours, j'ai eu bien sûr mon école. Mais au final, j'ai eu une autre école qui était encore mieux. Et donc, j'ai décidé de partir à Lyon dans cette prépa-là. Et là, par contre, ça ne s'est pas très bien passé parce qu'en fait, quand tu arrives au niveau prépa, là, il faut vraiment bosser très dur. Et finalement, c'était beaucoup trop à cet âge-là, quand j'avais du coup 17 ans. Je me suis retrouvée éloignée de mes amis alors que mes amis, c'est vraiment une base. Enfin, moi, ma famille et mes amis à l'époque, c'était vraiment des bases très, très importantes pour moi. Et là, je me suis retrouvée un peu seule. Heureusement, j'avais mon copain de l'époque qui m'avait suivie. Mais sinon, je me suis retrouvée très seule là-bas et plus du tout dans mon environnement que je connaissais. Et c'était très difficile. Et ce qui est assez marrant aussi, c'est que du coup, pour la première fois, je travaillais et 2, j'y arrivais pas. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à arriver au niveau des autres.
Et ça a été très, très anxiogène pour moi. Et d'ailleurs, après cette année-là, pour moi, c'était vraiment une dépression en tant qu'enfant. Je me suis dit, mais comment on peut infliger ça à un enfant, en fait? On n'était pas prêts. Donc, tu as quitté la prépa? Ouais, j'ai quitté la prépa, enfin, j'ai fini l'année. Et après, j'ai quitté la prépa. Et là, je voulais plus rien faire. Vraiment, je voulais plus aller à l'école, je voulais plus rien faire. Et ma mère me dit, mais quand même, inscris-toi dans quelque chose. Donc, j'ai passé des concours pour une école d'art. J'ai passé aussi, du coup, finalement, j'ai choisi la fac de bio. Mais j'étais perdue, je ne savais pas quoi faire. Et en fait, cette fac de bio, elle m'a quand même réconciliée avec les études parce que j'adore apprendre. Mais c'est juste que en fait, j'avais tellement trop travaillé que mon cerveau était bloqué. Et du coup, j'ai commencé aussi à travailler à côté de mes cours parce que j'avais beaucoup plus de temps libre. Et ça aussi, ça m'a énormément apporté. Et donc, à ce moment-là, tu as fait une sorte de burn-out? Ah, c'est complètement un burn-out. Pour moi, de toute façon, je pense que les burn-out nous définissent après, nous permettent de rebondir et créer quelque chose chez nous. Et typiquement, moi, je pense que j'en ai eu deux, enfin, en tout cas, 2 passages dans ma vie, non, 3 du coup, 3 passages dans ma vie pas évidents. Et je pense que c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Ouais, ça c'est sûr. Je pense qu'en fait, il faut savoir que le burn-out, je pense que c'est une super opportunité pour faire quelque chose d'autre, pour réfléchir. Donc, fac de bio, qui se passe bien. Et avec les autres étudiants, comment tu te sens? Est-ce que tu as une vie étudiante animée comme beaucoup ou est-ce que tu travailles autant qu'avant? En fait, du coup, j'avais pris un poste du coup, chez McDonald's à la Part-Dieu à Lyon. Et c'était plutôt eux, en fait, mes amis, plutôt que les gens de la fac. Après, si, j'avais quelques personnes, mais la fac, c'est pas un milieu très festif, je trouve. Donc moi, c'était plutôt avec mes collègues. Mais en même temps, je savais que je voulais pas rester à la fac. C'est pas un truc... j'ai toujours voulu être dans une école. La fac, c'était juste une année où ça me permettait de me reposer, on va dire, et de savoir un peu mieux ce que je voulais faire. Et tu t'es mise à travailler par nécessité ou par envie d'acquérir de l'expérience? Par nécessité, en vrai. En fait, comme mes parents m'avaient payé la prépa plus un logement à côté pour se nourrir. Faut savoir que moi, je me rappelle d'un truc, mais mes parents, ils ne le savaient pas. Mais j'ai mangé des baguettes de pain tous les midis pendant je ne sais pas combien de temps parce que j'avais plus une thune à l'époque de la prépa. Et en fait, quand ma mère, je lui ai raconté, elle m'a fait « mais t'aurais dû nous le dire, on aurait pu t'aider, etc. » Et c'est vrai que je pense que c'était un peu même une honte pour moi à l'époque. Donc j'ai rien dit. Mais ouais, donc c'était plutôt une nécessité. Ouais. Donc fac de bio, t'y restes combien de temps? J'ai fait vraiment qu'une année fac de bio. Et du coup, après, j'ai su que je voulais revenir sur Cergy pour retrouver ma famille et mes amis. Et de toute façon, c'était l'école qui est à côté de chez moi. C'est exactement l'école que je voulais faire depuis le début. En fait, j'ai juste fait un contour. Mais finalement, j'ai refini dans la même école que je voulais dès le départ. Et cette école, c'était laquelle? C'est l'école de biologie industrielle. C'est l'EBI. Et comment ça se passe à cette école? J'ai vraiment beaucoup aimé mon école. C'est donc en 3 ans. Et là, c'est festif. Franchement, les écoles d'ingénieurs, c'est vrai que c'est vraiment cool. On est vraiment un noyau par rapport à la fac. Ça n'a rien à voir, on est vraiment soudés tous ensemble. Et puis le niveau est plus élevé aussi, je trouve, que la fac. Au bout de 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu trouves tout de suite un job après tes études? Oui, tout de suite. Ouais, j'ai un premier job. Alors, du coup, sur la dernière année, on n'a que 6 mois de cours et les 6 derniers mois, c'est le stage long. Du coup, moi, je suis partie à Toulouse chez Pierre Fabre. Et là, j'ai adoré cette vie-là. Mais vraiment, j'ai adoré cette entreprise. Et j'ai adoré mes maîtres de stage. Et à la suite de ça, ils ont voulu me garder. Donc du coup, je suis passée... En fait, on commence par du terrain, en premier job. Donc je suis passée formatrice de pharmacie. Et ça a duré malheureusement que quelques mois, puisqu'en fait, il y a eu après un plan social au sein de la boîte qui a fait que tous les nouveaux, bien sûr, n'étaient pas reconduits, quoi. Mais j'ai toujours trouvé du job tout de suite. Et même, en fait, après celui-là, j'ai enchaîné
Alors j'ai travaillé pour une boîte qui travaillait pour L'Oréal, donc je faisais la même chose pour La Roche-Posay et Sanoflore, qui sont deux grosses marques en fait de chez L'Oréal. Et voilà. Et au fur et à mesure, j'ai fait ces 2 expériences et à la fin, je me suis dit, mais j'ai pas envie de faire ça. Et souvent, ils nous disent qu'il faut 2 ans en fait, de terrain avant de remonter sur des postes marketing. Sauf que moi, je voulais pas perdre mon temps à faire ça. Je trouvais que c'était pas très intéressant intellectuellement, alors qu'on gagnait très très bien notre vie, hein. Mais c'était juste pas très intéressant intellectuellement. Du coup, là, j'ai redécidé de refaire une année d'IAE pour faire une spécialisation chef de produit marketing. Donc, tu as fait cette spécialisation et après, tu es resté chez eux et tu as changé de poste ou pas? Non. Alors du coup, là, ça m'a permis d'avoir un 2e stage. En fait, c'est pour ça que je l'avais fait aussi. Un 2e stage long en marketing. Donc là, j'ai intégré Revlon, qui est un groupe américain qui est sur Paris. Et du coup, voilà, ça m'a permis de faire mon 2e stage. Et au final, on m'a proposé un CDI à la sortie de ce stage. Que tu as accepté? Que j'ai accepté. Et ça se passait bien? C'était particulier. Alors ça s'est bien passé. En fait, j'ai fait mon stage long et il faut savoir que le jour où je suis arrivée, ma directrice de marque s'est fait virer. Donc ça a fait un gros coup dans l'équipe et au fur et à mesure, les chefs de produits qui étaient là en place ont décidé de partir. Et au final, comme moi, j'ai attaqué en fait mon CDI, on n'était plus que 2. Et encore 6 mois après, je pense que j'étais toute seule. De stagiaire je pense en 1 an, toute mon équipe était partie. Et je me retrouvais là un peu toute seule, quoi. Donc là, tu croulais sous le boulot, en fait? Je croulais sous le boulot, ouais. Mais j'avais vraiment l'envie. Je trouvais que c'était une opportunité vraiment incroyable de pouvoir faire ça. Donc je suis restée 2 ans là-bas. Et en fait, parce que la chef de marque, non, même pas de marque, la boss France était très particulière, on va dire. Elle en a fait partie beaucoup en burn-out. Du coup, j'ai décidé de stopper et d'aller dans une autre entreprise. Mais j'avais déjà pour le projet de partir, je pense. Je voulais vraiment partir voyager. En fait, j'ai adoré mon métier puisqu'on est vraiment chef d'orchestre. On travaille avec des gens partout dans le monde. Et sur la création de nouveaux produits, donc c'est très très large. Ça peut aller de choisir la senteur, la texture, écrire les packaging, faire toutes les publicités. Enfin, c'est très très large et c'est super intéressant. Mais j'avais envie de faire quelque chose de mes mains. Là, c'était ton dernier job en tant que salarié ou... Mon dernier job en tant qu'employé, du coup, c'était dans une autre boîte française qui s'appelle Biologique Recherche et qui est sur Suresnes et sur les Champs-Élysées. Et j'ai adoré cette expérience. C'était un tout nouveau job. C'était des jobs qui se créaient. C'était formation. Je m'occupais de la formation en ligne. Donc, il fallait que je crée du contenu. Il fallait que je choisisse une plateforme et qu'on monte cette plateforme pour pouvoir du coup que tous les employés à travers le monde puissent se former sur la marque. Donc ça, c'était super intéressant. Mais je savais déjà que je voulais partir. Est-ce que tu as eu un déclic qui t'a fait te dire là c'est bon, stop, j'arrête? Je pense que ça arrive au fur et à mesure, mais de ma vie parisienne, j'étais vachement intéressée par tout ce qui est nourriture locale, le bio, bien manger. Je commençais à être végétarienne. Voilà, on va dire la bobo parisienne. mais en vrai, c'était quelque chose, c'était des valeurs qui montaient en moi et je ne pouvais plus faire sans. Et j'avais essayé déjà avec le travail de leur dire que le bio dans la cosmétique, c'était l'avenir, etc. Personne n'y croyait à l'époque, mais vraiment personne. Tout le monde pensait que c'était dans la technicité qu'on irait, toujours plus de technologie, etc. Et au final, maintenant, quand je vois, je me dis, mais c'est tellement dommage qu'on n'ait pas pris le pas avant. Et donc, quand tu vois cette évolution, est-ce que tu regrettes de ne pas être restée en te disant que tu aurais pu être peut-être une des pionnières? Ou est-ce que tu n'as aucun regret? Non, aucun regret parce que, moi, elles m'ont formée et elles m'ont fait grandir ces énormes boîtes. Mais je ne me reconnais pas du tout dans ça aujourd'hui. Je trouve que ça manque tellement d'humanité
dans la gestion des employés, etc., que non, je ne reviendrai plus à ça. Et puis en plus, maintenant, je ne pourrais plus avoir un boss. Et quel était ton équilibre vie pro, vie perso dans cette boîte ? Quand j'étais chez Revlon, je travaillais énormément. Mais dès que je sortais du boulot, par contre, je pense que je sortais à peu près tous les soirs de la semaine. Je pense que je sortais à peu près tous les soirs de la semaine. Mais par contre, pas de sport en fait. C'était juste, on sortait du boulot, il fallait évacuer et on envoyait les amis et voilà. Donc tu m'as parlé du fait que petit à petit, tu as commencé à avoir une conscience écologique. Est-ce que cette conscience, elle a été bien accueillie par tes proches ? Est-ce qu'ils la partageaient ? Ou est-ce qu'au contraire, tu avais plutôt l'impression d'être seule à penser ça ? Sur ce point de vue, j'étais totalement toute seule. Je pense que j'ai essayé d'en parler. Alors moi, j'adore les documentaires. Et du coup, je regardais plein de documentaires sur ça. Et plus j'en regardais, et plus je me disais, mais mince, mais qu'est-ce qu'on fait en fait ? Quelle est notre relation à ce monde ? Et je sais que j'ai essayé d'en parler avec mes parents. Alors ma mère était plutôt réceptive. Mon père, absolument pas. Et mes amis, absolument pas non plus. Franchement, je me sentais vraiment toute seule. Heureusement, je partageais ça avec mon copain de l'époque, donc du coup, ça, c'était bien. Mais j'avais vraiment l'impression d'être toute seule dans un univers qui n'était pas le mien, quoi. Et est-ce que la naissance de cette conscience écologique, elle a participé à ton envie d'arrêter de travailler dans ce milieu-là ? Je pense qu'il y a deux choses. C'est un, je me développais personnellement sur tout ça, et j'avais envie d'apprendre, et c'était une nouvelle découverte, donc j'avais envie d'aller dedans vraiment à fond parce que j'avais envie d'apprendre. Et deux, c'était aussi au moment où avec ma boss France, ça allait pas. Et du coup, ça me confortait vraiment dans cette chose-là qu'il fallait que je parte et que je fasse d'autres choses et que je suive mon parcours. Donc tu as démissionné ? J'ai démissionné, ouais. Alors, du coup, j'avais quand même pris la dernière expérience qui s'était super bien passée, qui était vraiment une très jolie entreprise, enfin, qui est une jolie entreprise. Et les deux boss de la boîte m'ont laissé partir. Ils ont été super chouettes parce qu'ils ne voulaient pas que je parte, mais ils comprenaient mon point de vue et ils m'ont laissé partir comme je voulais. Donc ça, c'était super. Ça m'a réconciliée, je pense, avec le monde de l'entreprise aussi. Donc là, tu te retrouves libre, entre guillemets. Qu'est-ce que tu fais ? Je pars en voyage. C'était vraiment mon optique. Je le savais déjà avant même de prendre mon dernier job que je voulais partir à l'étranger. C'était juste une question de timing. Et mon but, je m'étais dit que je voulais construire un éco-village. On en discutait avec un couple d'amis pour pouvoir le monter. On se réunissait par téléphone une fois toutes les 2 semaines pour parler de ça. Et je me suis dit, maintenant, il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut partir et se créer de l'expérience. Et je voulais mélanger ça avec le voyage. Donc, du coup, je suis partie en sac à dos dans les pays du Nord. Donc, j'ai traversé la Suède, la Norvège, le Danemark. Voilà. Et ça, j'ai adoré comme expérience. Et c'était mes premières communautés. Et donc, de vivre avec des gens tellement différents, c'était vraiment une vraie découverte pour moi. T'es partie combien de temps ? Je suis partie 2 ans au total. Ça aurait pu continuer plus s'il n'y avait pas eu le Covid. En vrai, je pense que je ne serais pas rentrée. Quand t'es partie dans les pays du Nord, tu as vécu en communauté. Est-ce que tu aurais une ou plusieurs anecdotes à nous partager qui t'auraient fait grandir, peut-être voir la vie différemment ? Il y a plusieurs choses qui m'ont marquée. Dans la communauté, il y avait un Suédois et il m'impressionnait tellement sa prise de parole était ultra intéressante. Il n'avait pas du tout peur de se mettre en avant. Je trouve qu'en fait, on leur donne tellement plus confiance dans ces pays-là dès qu'ils sont jeunes et je le trouvais tellement smart alors qu'il avait au moins 5 ans de moins que moi et je le trouvais super intelligent. Je le trouvais juste simple, bienveillant. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Mais même après, quand je suis allée dans d'autres communautés, j'ai trouvé que même les gens des États-Unis ou du Canada, on leur donne beaucoup plus confiance en eux. Je trouve qu'en France, c'est quelque chose qui manque vraiment
Ouais, ça. Et je me souviens très bien qu'il y avait une expérience aussi. À un moment, je suis partie construire une école un peu particulière. C'est une école qui, dès la primaire, ils ont des cours de bricolage, de cuisine, mais aussi de communication non violente et de yoga. Enfin, pas de yoga, mais quelque chose d'assez spirituel. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que c'est la base de tous les jours. Savoir bricoler quelque chose pour soi, ils avaient aussi un potager, donc savoir cuisiner, produire, etc. Et pourquoi nous, on ne fait pas ça, quoi? Tu t'es dit, il faut que je revienne en France pour faire ça? Totalement. Je me suis dit, en tout cas, je trouvais que, par exemple, la communication non violente, on ne nous l'apprend pas, alors qu'en fait, on s'énerve tous parce qu'on ne sait pas communiquer. Je pense que l'homme, en général, quand il se passe quelque chose, c'est parce qu'on n'a pas su communiquer. Est-ce que ce sont vraiment les pays et leur culture qui voient les choses différemment, ou est-ce que c'est le fait de vivre en communauté, en fait? Je pense qu'effectivement, je ne suis pas allée chez monsieur et madame tout le monde non plus. Mais c'est quelque chose d'assez général que j'ai pu retrouver en Norvège et en Suède, en tout cas, même au Danemark. C'est que les gens avaient beaucoup plus quand même confiance en eux et accueillaient plus facilement aussi. J'ai trouvé qu'ils avaient des qualités et des choses qui étaient normales pour eux, trier ou des trucs comme ça, alors que nous, on était tellement loin de ça. J'avais l'impression d'être dans un monde idéal. En vrai, j'avais vraiment l'impression d'être dans un monde idéal. Et donc là-bas, tu as construit des choses. Explique-moi. J'ai commencé à construire une box pour des vers. Je me rappelle plus trop pourquoi. On a créé aussi un four solaire. Et ça m'intéressait énormément. Aussi, quand je suis partie voyager, je voulais faire de la low-tech. Les low-tech, c'est tout ce qui est... comment décrire ça? C'est... par le soleil, par exemple, on crée un four juste en condensant en fait, les rayons. Et ça, je trouvais ça tellement intéressant. En fait, c'est à la fois être ingénieur, il y a un côté très ingénieur à tout ça que j'adorais et que je continue à garder. Et un côté, on fait les choses plus simplement, on n'utilise pas d'énergie. Voilà. Et en tant que femme comme ça qui voyage, qui est en vadrouille, d'autant plus que tu construisais des choses, tu faisais un travail manuel, est-ce que tu avais l'impression que c'était bien accueilli dans les autres pays, dans les communautés, ou au contraire, est-ce qu'ils te regardaient bizarrement du fait que tu es une femme et tu fais un travail manuel? Non, en voyage et surtout dans les communautés, les gens sont tellement bienveillants on fait exactement la même chose, femmes, hommes, il n'y a aucune distinction. On est très très loin de ça, donc ça fait plaisir. On nous laisse notre chance, en fait, aussi. C'est plutôt ça, c'est fait comme les autres et du coup, t'oses plus parce t'es au même niveau que tout le monde. Ça, c'est super agréable, ouais. T'as voyagé toute seule? Ouais, alors la première partie, quand j'étais du coup dans les pays du Nord, j'avais voyagé avec mon copain de l'époque. Et ensuite, à partir de là, pendant 1 an et demi, après, j'ai voyagé toute seule, ouais, en sac à dos. Vous vous êtes séparés? Ouais. Et le fait de te retrouver seule, est-ce que ça a été un déclic supplémentaire qui t'a fait dire que tu avais envie, que tu avais besoin de voyage, ou est-ce que tu t'es juste dit c'est pas grave, on continue même si je suis seule et ça n'a pas plus joué que ça sur ton envie de voyage en fait? Non, en fait, j'avais très peur de voyager toute seule. J'avais pas envie, mais j'avais envie quand même. En fait, la peur faisait que j'avais pas envie, mais je déteste avoir peur. Et quand j'ai peur, je me dis, alors là, c'est mort. Tu peux pas avoir peur, tu vas le faire. Et ça me fait ça aussi avec le vide, tout ce qui est saut à l'élastique quand on saute. Je me force à sauter alors que je déteste ça, mais juste pour me dire, non mais c'est bon, tu peux le faire. Donc là, le voyage, c'était ça. En plus, en séparation, c'est sûr que j'avais pas envie de rester à Paris, j'avais envie de continuer mon voyage, j'en avais besoin. Et du coup, je me suis dit, pourquoi t'as peur? Vas-y, fais-le. Et donc, du coup, je suis partie à La Réunion et à l'île Maurice, donc c'est pas les pires endroits pour voyager. Et tu connaissais personne là-bas? Je connaissais personne et je savais pas ce que j'allais faire. J'ai juste pris un billet. Et encore, je pense, 2 semaines avant, je ne savais pas où j'allais être, ce que j'allais faire là-bas. J'ai eu de la chance parce que je faisais plein de trucs associatifs sur Paris en attendant de savoir où j'allais aller après. Et en fait, j'ai rencontré une personne qui, elle, s'était séparée 1 an plus tôt
et qui était partie à La Réunion chez une amie à elle et qui m'a dit mais vas-y, je te la présente, je te donne son numéro. Et c'est une fille qui devait m'accueillir à la base 3 jours, qui est venue me chercher à l'aéroport alors que je ne la connaissais pas et qui m'a accueillie pendant 2 semaines et demie. Donc, et qui m'a présenté tous ses potes, et c'était génial. J'étais en gros en vacances, on va dire. Ce qui est assez drôle, c'est que donc, après ces 2 semaines et demie, j'ai mis un post sur Facebook en disant écoutez, je suis à La Réunion, je ne sais pas trop quoi faire, je veux me diriger vers Saint-Gilles, etc. Est-ce que quelqu'un peut m'accueillir chez lui? Et je me suis fait accueillir par une coloc, chez qui je suis restée, je pense, aussi bien 2 semaines. Et ils habitaient juste à côté de la plage. Et le matin, il y avait des cours de yoga sur la plage. Donc j'allais là-bas. Et en parlant un peu de ce que je voulais faire, j'avais l'idée d'acheter une voiture là-bas pour pouvoir l'aménager en van. Et en fait, mon prof de yoga m'a dit bah, viens, on le fait. Et donc j'ai acheté un van et je suis allée chez lui pour bricoler, parce que moi, je n'avais pas d'outils. Et j'ai fait mon van. Et du coup, pendant 4 mois, j'ai vécu en van là-bas. Et à ce moment-là, tu te disais je vais plus jamais rentrer et travailler comme avant, je vais voyager toute ma vie? Ou est-ce qu'au contraire, tu te disais je vais utiliser tout ce que j'ai appris en voyageant pour faire un truc bien quand je rentrerai en France? De toute façon, je pense qu'on est toujours, même pour moi, quand on va dans une communauté, c'est pour travailler. On a toujours envie de travailler en vrai. Mais c'est juste que je savais, même quand j'ai quitté mes boîtes, je savais que ça me changerait le voyage et que jamais je retournerais sur ces métiers-là. Ça, c'était sûr. Après, même en voyage, on doit travailler et un jour peut-être revenir aussi et créer. Parce que le voyage, ça fatigue. On pense que voyager, c'est super, mais il y a des moments qui sont très fatigants. Pendant 2 ans, ne jamais avoir de chez soi, ne pas avoir de repères, être loin de sa famille, de ses amis, etc. C'est aussi quelque chose où on sort de notre zone de confort, mais on est bien aussi, les communautés, moi je sais que ça m'a apporté ça, c'est de rester des fois 1 mois au même endroit. Oh, c'était un bonheur. C'était comme retourner un peu à la maison. Et après la Réunion, t'es partie où? Après la Réunion, en fait j'avais pris un billet de retour, parce que j'avais peur, donc j'avais pris l'aller-retour. Et après ça, je me suis dit, ne prends plus jamais un retour. Tu prends que l'aller et tu vois où ça te mène. Donc, du coup, je suis rentrée. Je pensais que j'allais retourner à La Réunion pour y vivre, mais c'était avant. Et en attendant, je me suis pris en fait un billet pour aller visiter le Pérou. Donc, c'était pour La Paz en Bolivie, qui est en fait au sud du Pérou. Et de là, je suis restée 1 an là-bas. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai beaucoup voyagé. Donc, le but, c'était de traverser le Pérou parce que le Pérou, j'avais appris que c'était le pays où on avait le plus de biodiversité au monde. Il y a la jungle, il y a la mer, il y a de tout. Et donc, il y a des sommets à 6000, 7000. Donc, vraiment, j'avais envie de découvrir le Pérou. Et je suis arrivée du coup à La Paz, qui est la ville, on va dire, la plus proche de Cusco. Et en fait, je suis restée en Bolivie pour apprendre en fait l'espagnol pendant 6 semaines, je crois, à Sucre, du coup, pour pouvoir être trilingue, parce que là-bas, les gens ne parlent pas vraiment anglais, ne parlent pas du tout d'ailleurs anglais. Donc j'avais envie de me faire à la culture du pays aussi. Tout à l'heure, tu as dit que c'était le Covid qui t'avait fait rentrer. T'étais où quand ça a commencé? Alors, vous, en France, vous étiez déjà dans le Covid, enfermé, etc. Moi, je vivais ma meilleure vie à voyager. Donc, mes amis, ils avaient bien la rage. Mais nous, on était très, très loin de ça. Hein. Ça n'existait pas, surtout qu'en Amérique du Sud, c'est plutôt quand même des gens qui vivent au jour le jour. Donc, ils ont besoin de travailler tous les jours pour pouvoir s'acheter leur nourriture le soir. Donc, c'est quand même très différent. Et quand le Covid est arrivé, au début... ça changeait rien aux habitudes des gens. Et à un moment, j'étais au Guatemala. J'avais déjà pris un travail au Mexique pour après, mais qui commençait dans 2 semaines. Et là, le Guatemala, j'étais dans un hôtel et ils disent « Ah on ferme ce soir, les frontières sont fermées à partir de demain ».
Et là, je me dis, mais non, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai pris un bus, j'ai passé une frontière où en fait, il n'y a même pas de passage de frontière. Parce qu'en fait, moi, j'avais vu que c'était une frontière sur la carte, mais en vrai, il n'y avait pas de poste de garde, il n'y avait rien. Donc je suis passée illégalement en fait au Mexique. J'ai cherché à me faire tamponner quelque chose en rentrant, mais il n'y avait rien. Je suis tombée dans un petit village. Enfin voilà. Et donc je suis partie dans l'hôtel au Mexique un peu plus tôt que prévu. Et là, du coup, j'ai vécu 6 semaines encore dans cet hostel, mais il n'y avait plus de clients. Donc en fait, le patron me gardait parce que c'était le Covid, mais il n'y avait plus de clients, j'avais rien à faire en fait. J'avais que du temps pour moi et savoir ce que je voulais faire après. Ça t'a fait du bien ce moment ou est-ce que c'était un peu stressant? Ah non, c'était pas du tout stressant. C'était vraiment pas stressant, mais c'était juste un peu un moment d'attente entre quand est-ce que je vais devoir revenir parce que tous les Français se faisaient rapatrier. Et moi, je voulais essayer de tarder le plus possible parce que je voulais en profiter et je voulais pas forcément rentrer tout de suite. Et ce qui m'a fait rentrer, c'est qu'à un moment, il n'y avait plus d'avion. Donc, il fallait absolument que je prenne les derniers avions qui rentraient sur la France. Et en plus, je me suis dit, j'avais mon grand-père encore à l'époque, et je me suis dit, s'il lui arrive quelque chose et que je suis bloquée là-bas, ou même à mon père, ou voilà, et je le regretterais. Donc vient le retour en France. Comment c'était de rentrer après 2 ans de voyage? Est-ce que c'était stressant, motivant? J'étais ultra motivée. En fait, au Mexique, comme je savais qu'il me restait ces 6 semaines et qu'après je rentrais en France, je me suis dit, qu'est-ce que je fais en France? Et là, je me suis dit, je veux faire mon éco-village. Comment je peux atteindre cet objectif? Je pense que la première chose par laquelle je suis passée, c'est il me faut un logement. Et ce logement, allons-y, je vais construire ma tiny house. Aujourd'hui, tu es capable de le faire. Tu as fait de l'éco-construction pendant 2 ans. Tu peux le faire. En fait, tu peux. Donc, j'ai commencé. Ça m'a mis une passion. J'ai commencé à regarder toutes les vidéos YouTube en français, en espagnol, en anglais, à lire tous les articles. Mais je ne dormais plus. C'était une vraie drogue, en fait. C'était hallucinant. Je ne dormais plus. J'ai jamais vécu ça, je pense. J'étais tellement passionnée par mon projet, je refaisais mes plans 20 000 fois et j'écrivais un bouquin pour me dire étape de construction. Non, en fait, j'étais juste passionnée par le truc et je savais qu'une fois que je retournerai en France, je commencerai mon projet. Oui, donc tu avais commencé à planifier ton projet avant de revenir en fait. Au Mexique, en fait. Ces 6 semaines au Mexique dans cet hostel m'ont permis en fait, de construire mon projet. Ouais. Donc tu arrives en France et concrètement, comment on fait pour construire sa tiny house? En fait, j'ai même pas eu le temps de me poser vraiment la question parce que je pense qu'il y a un truc, c'est que quand on suit sa vie, ça coule tout seul. Et c'est ce qui m'est arrivé à La Réunion. J'ai même pas eu besoin de me poser de questions sur l'insécurité et autres. On m'a accueillie, j'ai enchaîné les choses et là, c'était exactement la même chose. Je savais que je voulais construire ma tiny house, j'avais ce temps-là. Je rentre à la maison et là, sur un des groupes Facebook, je pense, mais ça devait faire 4 jours que j'étais rentrée, il y a du coup l'ASDER, qui a été l'école de formation que j'ai faite, poste sur un groupe Facebook. Une élève vient d'abandonner, une place vient de s'offrir, enfin je ne sais plus comment il avait tourné ça, mais en gros, une place vient de se libérer dans une formation d'éco-construction. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Et moi, je fais bah oui, complètement. Je l'appelle le lendemain, il me fait les cours ont commencé il y a 3 jours. Quand est-ce que tu peux arriver? C'était du coup à Chambéry. Et je fais j'arrive. Et je pense que 3 jours après, j'étais sur Chambéry dans une toute nouvelle vie. Comment ça s'est passé ta formation? Qu'est-ce que tu as appris? Combien de temps ça a duré? Du coup, la formation de l'ASDER, donc c'est une formation en chef d'équipe en éco-construction. Ça dure pendant 1 an. Et on aborde toutes les méthodes constructives écologiques. Donc ça va être de l'ossature bois, de la construction en paille, en chanvre, un peu de pisé. On voit à peu près tout ça. Et en fait, c'est une formation qui est à moitié théorique, moitié pratique. Donc en fait, on est en alternance, en vrai. Hein. Enfin, c'est considéré comme stage, mais c'est un peu la même chose. On est 2 semaines en cours et 2 semaines en entreprise. Plus des stages pédagogiques dans l'école.
mais cette année, elle était tellement riche. Et je pense que moi, comme j'avais déjà mon projet pro, elle m'a encore plus intéressée parce que je voyais, à chaque fois que j'apprenais quelque chose, je faisais « Ah, je vais faire ça ah, je vais faire ça ah, mais là, je vais faire ça ». Mais je changeais d'avis, du coup, toutes les semaines en apprenant un peu plus, mais c'était génial. C'était un projet à l'origine que tu imaginais pour toi. Donc, comment t'es passé de je vais construire ma tiny house à je vais en faire mon métier? Alors, je n'ai même pas pensé en fait. J'ai même pas pensé que ça deviendrait mon métier. Moi, je l'ai fait pour moi parce que je voulais atteindre ce but d'éco-village. Et c'est juste les choses qui sont arrivées comme ça. En fait, j'avais pris un premier... Moi, je voulais absolument une alternance dans une boîte de tiny house puisque je voulais construire la mienne. La première boîte que j'ai trouvée, c'est une énorme boîte qui s'appelle Quadrapol et qui est basée en fait en Pologne. Et ça, du coup, je faisais des allers-retours en Pologne, à Cracovie. Et en plus, moi, ça allait parce que je rentrais de voyage. Et en fait, c'était un peu ma manière de continuer à voyager. Et puis, en plus, je suis originaire de Pologne. Donc, c'était la première fois que j'allais en Pologne, un peu dans mes racines. Et ça m'allait très, très bien. Sauf qu'en fait, comme il y a eu des problèmes avec les avions décollaient pas, etc., c'était un peu compliqué. Et finalement, j'ai réussi à trouver une boîte qui était proche de chez moi, qui m'avait déjà dit non, en fait. Je lui avais déjà demandé, il m'avait dit non. Et là, je lui ai redemandé et il m'a dit « Ah, bah en fait, ma charpentière m'a dit aujourd'hui qu'elle avait besoin de quelqu'un, si tu veux. » Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée chez Tiny House Tarentaise, puisque c'est pas moi qui l'ai créée, cette boîte, c'est vraiment... donc, c'est Damien Fugier qui est venu en fait du Canada et qui a importé ça un peu en France. Enfin, il y avait déjà d'autres boîtes de tiny house, mais lui, c'était vraiment le tout début, quoi. Et du coup, j'arrive chez lui et je fais mes 6 mois de stage chez lui. Et à la fin, il me dit bah, est-ce que tu veux continuer à travailler avec moi? Donc, je fais des petites missions pour lui. Et au final, il me dit moi, j'aimerais bien changer. Toi, ça t'intéresserait de reprendre la boîte? Et je fais attends, est-ce que je suis légitime à ça? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai beaucoup hésité? Enfin, il s'est passé même plein de choses, j'ai failli pas la reprendre du tout. Et en fait, c'est le fait que ça a failli me passer entre les mains qui m'a convaincue qu'il fallait que je le fasse. Et donc en quoi 6 mois, 1 an, tu passes de stagiaire à chef d'entreprise? C'est exactement ça. Mais au final, c'était comme chez Revlon, quoi. Je suis passée de stagiaire à toute seule sur le marketing de la boîte. Et bah là, c'était un peu ça. Je passe de stagiaire à je monte ma boîte 1 an plus tard, quoi. Tu l'as pris comme un défi, un challenge? À vrai dire, c'est des métiers qui n'existent pas. Monter des tiny house, c'est que des boîtes de 1 à 2 personnes. Et du coup, c'est très dur d'être salarié de quelque chose comme ça. Et en plus, non, enfin là, c'était juste idéal. Je savais comment faire, les compétences, je les avais, donc c'était pas vraiment ça le souci. C'était plus, est-ce que j'ai envie de me poser aussi? Est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer dans cette aventure? Et en vrai, ça m'a ouvert plein de choses. Comme je veux construire mon éco-village, je me dis c'est une super méthode pour pouvoir en construire plusieurs, pour pouvoir faire un éco-village. C'est aussi, maintenant je le réalise, mais du coup on est beaucoup plus proche des maires, des communautés de communes, des députés. Et du coup ça me permettrait aussi de débloquer des terrains, possiblement, pour faire mon éco-village. Et quand tu as repris la boîte, tu étais toute seule ou est-ce qu'il y avait quand même quelques employés? Non, j'étais toute seule. J'ai repris, j'étais toute seule. Assez vite, au final, j'ai pris un premier employé et puis j'ai pris des alternants. Donc aujourd'hui, il y a donc un employé, 3 alternants, 2 en atelier et quelqu'un sur la stratégie communication marketing. Donc au début, tu faisais tout toute seule, que ce soit les rendez-vous, la construction? Je faisais tout toute seule, mais c'était tellement chronophage que en fait, j'arrivais pas à avancer sur les projets clients parce que je passais mon temps en atelier à construire et que c'était beaucoup trop... Je pense que je terminais tous les soirs à 21, 22 heures. Je rentrais, je dormais et je repartais. Finalement, tu t'es retrouvée dans la même situation en fait que lorsque tu étais salariée. Est-ce que tu l'as vécu de la même manière? Ou est-ce que, parce que là, pour le coup, c'était ta boîte, tu l'as vécu différemment? Quand je voyageais, je me suis dit, mais jamais je reprendrai un rythme de vie où je travaille autant, où j'ai pas le temps à côté de faire des choses
Et puis l'envie de liberté, de pouvoir aller où on veut, etc. Et là, en reprenant la boîte, au final, je me fixais vraiment à un endroit. Et en plus, être auto-entrepreneur, c'est tellement de travail. Mais vraiment, et c'est un stress tous les jours. La peur de ne pas avoir de clients, la peur d'être en retard. Il y a tellement de pression financière aussi que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Finalement, aujourd'hui, tu as des employés. Est-ce que tu as réussi à retrouver, justement, grâce à ça, un peu d'équilibre entre ta vie pro et ta vie perso ? Bien sûr, mais là, ça commence. En fait, on va dire que j'ai repris la boîte en mars. Je pense que jusqu'à décembre, janvier, j'étais vraiment sous l'eau à travailler tous les week-ends, etc. Et à partir de janvier, aussi le temps que la trésor se crée dans une boîte, etc. Et en fait, ça m'a apaisée. Maintenant, je prends tous mes week-ends, je suis beaucoup plus libre qu'avant. J'ai repris le sport, alors que ça faisait 15 ans que j'en faisais plus. Ouais. Je vois des vrais changements, des améliorations de vie. Et puis, ce qui est bien quand c'est sa boîte, c'est aussi qu'on fait ses horaires. Donc, si je veux arriver à 9h, j'arrive à 9h. Si je suis fatiguée parce qu'on n'est pas toujours au top, je préfère prendre ma matinée et me dire au moins j'arrive l'après-midi et je suis en forme. Voilà. Donc, on peut clairement dire que tu es une femme dans le bâtiment. Et c'est quand même un milieu qui est assez, voire très masculin. Qu'est-ce que c'est d'être une femme dans le bâtiment ? Moi, j'avais jamais vécu, j'ai jamais eu l'impression qu'il y ait une différence femme-homme. Mais dans le bâtiment, c'est vrai que c'est le cas, clairement. Déjà, les gens, ils ont du mal. Moi, je me rappelle que quand j'ai repris la boîte, il y avait encore du coup l'ancien boss qui était là pour m'épauler au tout départ. Et automatiquement, j'étais la femme du boss, mais je n'étais pas celle qui construisait. Alors que c'était complètement faux. Et il y a beaucoup d'idées comme ça où des fois aussi, les gens lui parlent à lui, mais ne me parlent pas à moi. Comme si techniquement, lui, il pourrait répondre, mais moi, j'étais incapable de répondre. Et ça, c'est vrai que on l'a toujours. Et aussi, je trouve qu'avec les hommes du bâtiment, on a beaucoup de blagues graveleuses, des choses comme ça. Nous, en éco-construction, c'est pas trop le cas. On est dans des gens qui sont beaucoup plus, alors je vais pas dire aboutis, ce serait très méchant, mais des gens qui sont un peu plus intéressés à des causes de parité ou autres. Est-ce que tu considères que tu fais un métier passion aujourd'hui ? Le métier passion, je pense, c'est déjà d'être entrepreneur. Parce que c'est tellement de temps que si on n'a pas la passion derrière, ça ne sert à rien. Je pense que des fois, je me dis, on est suicidaire de faire ça. Pourquoi pas être dans un job où on est bien payé, où on a cette tranquillité d'esprit. Mais en même temps, moi, je suis sûre qu'on bosse à fond, mais on a beaucoup plus de reconnaissance envers nous-mêmes. En fait, on est beaucoup plus fiers aussi de ça. Donc je pense que ça apporte aussi beaucoup. Et l'éco-village alors, il en est où ? L'éco-village, il en est où ? Il en est à je cherche un terrain. Et donc je fais... il faut que je lance auprès des mairies, il faudrait que j'aille les contacter un peu plus. Mais il est toujours en tête et ça, je vais réussir à le construire, c'est sûr. Et est-ce qu'à côté de ça, tu as une vie de famille ? Non, je n'ai pas de vie de famille et je ne pourrais pas en avoir. Je pense que là, il faut absolument. C'est aussi une nécessité de se centrer sur le projet et je ne peux pas actuellement avoir une vie de famille. C'est pas possible avec mon agenda. C'est vraiment pas possible. Et en question d'énergie, parce qu'en fait, la boîte me prend tellement d'énergie que pour l'instant, je ne pourrais pas accorder d'énergie à quelqu'un d'autre. Et à l'avenir, ça te fait envie ou est-ce que tu es davantage motivée par tes projets ? Si. Moi, j'ai toujours voulu avoir une famille, etc. C'est juste que je pense que c'est juste pas le moment de se poser la question pour l'instant. Et ça arrive quand ça arrive. Et voilà. Mais aujourd'hui, j'avoue que je laisse pas beaucoup de portes ouvertes. J'ai besoin de me concentrer absolument sur ça. Mais parce que je veux que ça aille vite aussi. En un an et demi, je suis passée toute seule. Maintenant, on est 5. Et j'ai vraiment envie que la boîte Enfin, je pense que
on peut donner de l'énergie, je pense, pendant 2-3 ans, et après, on ne peut plus en donner autant. Donc je veux, pendant que ces 2-3 ans où je sais que je vais avoir cette énergie, je veux vraiment faire monter la boîte au maximum et après me tranquilliser et passer à d'autres projets, et enfin me calmer un peu plus. Et pour finir cette interview témoignage, est-ce qu'il y aurait un message peut-être que tu aurais envie de faire passer ? Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, la vie, elle me dirige. J'ai l'impression juste de suivre les signes. Et je suis hyper ouverte à ça. J'essaye de... Chaque fois qu'il se passe quelque chose, j'essaye de voir... je pense qu'on nous met des choses en face et après, on prend une décision. C'est nous qui faisons le choix. Mais j'ai l'impression qu'en suivant la vie qu'on devrait mener un peu, et bah, ça coule tout seul. Donc il n'y a pas trop de questions à se poser et ça m'empêche surtout de me poser trop de questions, de revenir en arrière ou autre. Ça, c'est un truc que je ne fais jamais. C'est ok, il t'est arrivé ça, mais maintenant, qu'est-ce que tu en tires et pourquoi il t'est arrivé ça, c'est pour aller dans quel sens. Et donc, jamais regarder en arrière et toujours regarder devant. Je pense que ouais, c'est ça. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.